Donc, merci à tous d'être présents à cet événement HR Team. Pour ceux qui ne connaissent pas HR Team, on est une ESN, donc une entreprise de services numériques qui a été créée en 2005. On travaille avec plus de 1000 collaborateurs sur tout le territoire national, mais aussi en Belgique et à Madrid depuis septembre dernier, où on a ouvert donc un dernier bureau. Donc à Cher Team, on est organisé en 5 squads thématiques. Donc c'est des squads qui représentent des communautés d'experts techniques. Donc on a 5 squads qui sont la cybersécurité, cloud, l'IA et la data, la transformation des organisations et software engineering. Donc, on organise très souvent des événements qui mettent à l'honneur des personnes clés qui vont parler de l'écosystème tech, qui viennent décrypter et démocratiser des sujets assez complexes. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Olivier Marian, qui est cofondateur de Arteia. Donc, Olivier Marian, vous êtes issu d'un background ingénieur informatique. Vous avez entrepris et investi dans plusieurs entreprises. Aujourd'hui, vous avez donc monté depuis 5 ans Arteia, qui utilise les NFT pour notamment pardon, dans le monde de l'art. Donc, Absolument. je vais vous laisser prendre la parole. Suite à ça, je vous poserai les questions du public que le public peut écrire dans le chat sur Slido. Donc voilà, Olivier, c'est à vous. Merci Stéphanie, bonjour à tous. Donc effectivement, n'hésitez pas, alors c'est un peu difficile là, d'être tout seul devant son écran, moi je vois personne d'entre vous. Donc n'hésitez pas à essayer de participer, à poser des questions pour orienter un petit peu. La présentation, elle est informelle, elle se veut assez souple. Donc j'essaierai de couvrir des sujets généraux, mais s'il y a des questions qui nous permettent d'aller dans des sujets que vous préférez voir abordés, ce sera super. Donc Olivier Marian, je suis cofondateur de Arteia. On fait des solutions digitales pour le monde de l'art. Euh, Très rapidement, Arteia est né de la vision de plusieurs fondateurs qui voulaient offrir une solution d'abord de gestion de collection à des collectionneurs. Moi, je suis issu d'une famille de collectionneurs. Donc j'ai grandi dans une collection d'art assez importante et je suis ingénieur informaticien. Et donc, au bout d'un moment, quand j'ai commencé à m'occuper de la collection, pour moi, ingénieur, une collection, ça veut dire qu'il faut une base de données. Et donc, on a commencé à travailler sur une base de données assez innovante parce que les produits qui existaient étaient plus dédiés à des galeries ou à des musées. Et donc, c'était pas du tout user-friendly, c'était pas du tout dédié à un collectionneur privé. Donc, on a développé ça. Et très rapidement, dans ce monde de l'art, on a vu qu'il y avait un manque de digitalisation absolument incroyable. Stéphanie, avec HR Team, vous devez voir de temps en temps peut-être des clients dans le monde de l'art et il y a tout à faire. Le Covid a accéléré un petit peu ça. La crise du Covid a fait que beaucoup de galeries ont dû se numériser, faire des ventes en ligne, découvrir ce que c'était que de vendre de l'art en ligne. Et donc, on aide ces sociétés, que ce soit en termes de consulting ou à travers les produits qu'on a développés. Donc aujourd'hui, je dois vous parler un petit peu du NFT, des NFT. Comme je ne connais pas bien l'audience, je vais très rapidement recouvrir qu'est-ce que c'est qu'un NFT. Un NFT, c'est quelque chose qui fonctionne sur une blockchain. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est une blockchain? Encore une fois, très rapidement, parce que je ne connais pas l'audience. Une blockchain, enfin, la blockchain, c'est une technologie surtout qui permet de sécuriser des informations. Elle peut être utilisée dans beaucoup d'applications très variées. Une des applications les plus connues, c'est un livre de compte, par exemple pour la blockchain Bitcoin, qui permet d'avoir un livre de compte de tous les échanges de la monnaie Bitcoin. Donc en fait, la blockchain, c'est un ensemble, c'est un programme informatique qui fonctionne sur des milliers d'ordinateurs répartis un petit peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est que chaque transaction, elle est copiée et enregistrée de façon sécurisée partout. Donc on a un livre de compte tout à fait sécurisé qui permet de prouver que j'ai bien l'argent que je prétends avoir sur mon compte et que donc je peux en envoyer ailleurs. Je simplifie beaucoup, donc s'il y a des experts qui ne me tirent pas dessus, c'est vraiment histoire d'expliquer un peu. Donc la blockchain, on entend beaucoup parler, c'est une technologie surtout de sécurisation d'informations. C'est utilisé aujourd'hui, une des premières applications, enfin les premières applications qui ont été faites de la blockchain, c'est par exemple dans ce qu'on appelle le supply chain management, c'est d'être capable de tracer des événements autour de quelque chose. Donc, par exemple, un pot de yaourt qui est créé dans une usine, qui est ensuite mis dans un camion pour être emmené dans un hub, puis distribué dans un supermarché. Et donc, on est capable de tracer la présence de ce pot de yaourt à plusieurs endroits et d'être capable de vérifier ça.
Évidemment, c'est extrêmement intéressant pour le monde de l'art. Donc le monde de l'art, pourquoi est-ce que la blockchain est intéressante? Pour la provenance d'une œuvre d'art. Une œuvre d'art, elle a de la valeur si on sait de qui elle est et si cette œuvre est reconnue dans l'histoire. On utilise beaucoup pour les œuvres qui sont importantes une notion qu'on appelle le catalogue raisonné. Le catalogue raisonné, c'est la liste des œuvres reconnues d'un artiste. Et donc, si je prends l'exemple de Picasso, par exemple, si je veux demain vendre un tableau chez Picasso, pardon, chez Christie's ou Sotheby's, un tableau de Picasso chez Christie's ou Sotheby's, je vais devoir prouver que ce tableau est vrai. Alors, il y a deux problèmes. Il y a est-ce que le tableau que j'ai dans mon salon est un vrai ou est un faux, mais surtout d'abord, est-ce que ce tableau existe dans l'histoire? Et typiquement, Picasso, c'était un artiste qui documentait énormément son travail. Et donc, il y a un recueil des œuvres reconnues par Picasso qui s'appelle le Zervos, qui est le catalogue raisonné de Picasso. Donc, c'est 33 bouquins, 16 000 œuvres, avec une image en noir et blanc, le titre, les dimensions et la date de l'œuvre. Et donc, déjà, quand je dois vendre un tableau, je dois prouver un peu, je dois fournir un CV de ce tableau pour montrer qu'il a de la valeur et, entre autres, est-ce qu'il existe. Évidemment, ça, ce genre d'information, donc enregistrer une information et être capable de la consulter très facilement, mais que cette information soit protégée, c'est exactement ce que c'est faire la blockchain. Donc, on a aujourd'hui pas mal de projets qui essayent de donner plus de transparence dans le monde de l'art en utilisant la blockchain, en appliquant la technologie blockchain qui permet de sécuriser une information et donc de sécuriser le CV d'une œuvre, l'historique de l'œuvre. Qu'est-ce que c'est qu'un NFT et comment est-ce qu'on arrive à un NFT? Un NFT, c'est la définition, c'est non-fungible token. Alors, plusieurs choses. Non-fungible, ça veut dire, c'est l'opposé de fungible, non fongible ou fongible. Un billet de 5 euros, il est fongible. C'est-à-dire que si j'ai deux billets en face de moi, je peux vous en donner l'un ou l'autre, vous aurez la même utilisation et personne, à part un numéro de série peut-être sur le billet, mais en tout cas, en termes d'utilisation, c'est la même chose. Si je vous donne un billet de cinéma, un ticket de cinéma pour vendredi soir dans la salle numéro 2, rangée 3, place 21, c'est pas échangeable avec un autre billet. Si je donne deux fois ce billet-là, il y a deux personnes qui vont se retrouver sur le même siège, ça va poser problème. Donc, non fongible, ça veut dire qu'il est unique. Et on a créé, grâce à la technologie blockchain, quelque chose de très sécurisé qui permet de donner cette espèce de ticket. Donc, au lieu d'avoir quelque chose comme les autres jetons qui sont normalement sur une blockchain. Donc, si je reprends l'exemple du Bitcoin ou de Ethereum, qui est la deuxième blockchain la plus utilisée aujourd'hui, ces blockchains fonctionnent avec une monnaie dessus. Et cette monnaie, on peut imaginer des jetons qui se baladent qui sont distribués. C'est un peu je rentre dans un casino, j'ai les jetons du casino. Sur Ethereum, j'ai les Ethers, qui sont la monnaie de la blockchain Ethereum, qui permet de travailler dans cette blockchain, de s'échanger de la valeur. Et donc, dans ce casino, j'ai des jetons qui sont tous interchangeables. Et ben, je vais créer un jeton unique. Je vais créer un jeton très spécial qui n'existera pas ailleurs. Et ça, c'est un non-fungible token. À quoi ça peut servir? Ça sert à prouver la propriété de quelque chose. Donc, j'espère que je ne vais pas trop vite. C'est très compliqué comme ça dans le vide, mais voilà, j'essaye C'est d'expliquer ça. parfait, oui. Un non-fungible token, donc c'est quelque chose d'unique. Je suis dans mon casino, il y a plein de gens qui s'échangent tous les mêmes tokens, et moi j'en veux un très unique qui va représenter la propriété de quelque chose. Ça peut être, je dis n'importe quoi, un diamant, ça peut être un tableau, ça peut être une place d'entrée pour un cinéma, justement. Donc j'ai mon jeton très unique, et grâce à la technologie blockchain, je suis capable de prouver facilement que c'est moi qui l'ai. Pourquoi? Parce que ce jeton, il existe à un endroit seulement, qui est un des portefeuilles électroniques. On dit wallet en anglais dans les termes de la blockchain. Donc, quand j'ai de l'argent, quand j'ai un compte dans une blockchain, j'ai un portefeuille électronique qui s'appelle un wallet. Et donc, dans ce wallet, par exemple, sur Ethereum, je vais avoir, je dis n'importe quoi, 10 Ethers. Donc, je sais que j'ai à un moment reçu 10 Ethers dans ce wallet. Et je peux avoir à côté de ces 10 Ethers qui sont des jetons fongibles, je peux avoir un ou plusieurs NFT, chacun unique, qui représente la propriété de quelque chose. Et comme je suis le seul à avoir le mot de passe, à avoir la clé de mon coffre, à avoir le mot de passe de mon portefeuille, je suis le seul à pouvoir prouver que je suis propriétaire de ce NFT. Donc, comment ça fonctionne en général?
En général, il y a quelqu'un qui va créer quelque chose, qui va créer ce NFT. Donc, je vais vous expliquer après l'application dans le monde de l'art. Donc, mettons que ce soit un artiste, ok, qui crée une œuvre digitale et il va créer le NFT qui est lié à cette œuvre digitale. Il va faire apparaître donc ce digital, il va le créer sur la blockchain. Et si j'achète ce NFT, quand je vais envoyer de l'argent à l'artiste, lui en échange va m'envoyer le NFT. Donc de mon portefeuille, il y a de l'argent qui va sortir, des Ethers, de la monnaie locale qui va sortir, et je vais recevoir en échange un NFT qui est la preuve de propriété de cette œuvre d'art. Comment sont nés un petit peu les NFT? On verra plus tard que les NFT aujourd'hui, ce titre de propriété digitale très sécurisé, qui est très facile à transmettre, mais en même temps très protégé, il s'applique à d'autres choses. Mais on va commencer par le monde de l'art. Euh, En fait, on a un certain nombre d'artistes qui, depuis des années, travaillent de façon digitale. Donc, dans l'histoire de l'art, on a eu de la peinture, de la sculpture, et puis il y a eu de la vidéo, il y a eu de la photographie qui était d'abord analogique, qui est devenue digitale. Et maintenant, c'est une nouvelle génération. Moi, j'ai 50 ans, j'ai des enfants, ils passent leur vie sur un téléphone, un ordinateur, ils pensent digital. Donc, il y a toute une nouvelle génération digitale. Et donc, des nouveaux artistes, entre autres, il y avait des anciens artistes qui faisaient ça, mais il y en a plus maintenant, qui créent de façon digitale. Donc, je suis un artiste digital, j'ai mon iPad ou mon ordinateur, je vais créer un dessin digital ou une petite vidéo, je vais créer une œuvre digitale. Le problème par rapport au monde de l'art classique, c'est que la valeur d'une œuvre d'art, souvent, on explique que c'est lié à son unicité. D'accord? Donc, un tableau de Picasso, a priori, sauf s'il y en a des copies, mais l'original, il est unique. Et donc, ça lui donne de la valeur. Dans l'histoire de l'art, très récemment, on a vu que notamment la vidéo et la photo, les artistes qui travaillent avec de la vidéo et de la photo, ils sont un petit peu moins reconnus en termes financiers parce qu'il n'y a pas d'unicité. Et donc le fait qu'il y ait des éditions d'une vidéo ou qu'il y ait des éditions d'une photo, les collectionneurs dans le monde de l'art ont souvent donné moins de valeur à ça qu'un tableau qui était unique ou une sculpture qui aurait été unique. Donc là, je suis un artiste digital, j'ai mon œuvre digitale. Comment est-ce que je fais pour lui donner de la valeur? Parce que dans l'absolu, une œuvre digitale, elle est par essence jamais unique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je l'ai sauvée sur mon iPad ou sur mon ordinateur, ben, en fait, déjà, j'ai eu plusieurs versions pendant que je l'enregistrais au fur et à mesure pour la créer. Et puis, dès que je l'envoie par email ou j'en fais une copie sur mon disque dur pour la sauvegarder, boum, je me retrouve avec 2, 3, X versions en permanence. Et ce qui est très différent du monde physique, c'est que ces œuvres digitales, ces copies, sont exactement les mêmes, elles sont indissociables de l'original. Il n'y a pas vraiment de façon de dire celui-là est l'original et ces œuvres-là sont des copies. Donc, comment, en tant qu'artiste, je crée de la valeur? Je crée de la valeur en disant, OK, l'œuvre digitale, peut-être que les gens peuvent la copier, mais comme on pourrait copier un tableau de Picasso. Euh, Comment est-ce que je fais pour lui donner de la valeur? Je vais dire que je vais créer une version unique ou une édition de 10 ou de 100 de cette œuvre d'art, en disant, voilà, il y a 10 versions officielles de cette œuvre, et je vais vendre ces 10 versions officielles. Et là, le NFT joue parfaitement son rôle, puisque le NFT qui a permis vraiment de créer ce petit jeton unique, qui est tout à fait sécurisé, on va dire que ce NFT, il est lié à l'édition numéro 1. Et puis, je vais créer un autre NFT qui est lié à l'édition numéro 2. Et donc, je vais créer 10 NFT qui seront tous chacun liés à une édition, par exemple, d'une œuvre d'art. Et donc, je suis un artiste digital. J'avais créé quelque chose de digital qui était totalement reproductible. Et tout d'un coup, j'ai créé un petit peu d'unicité et de rareté, et donc potentiellement de la valeur financière, en disant, voilà, en fait, il y a 10 versions officielles. Et ça existe dans le monde de l'art depuis toujours, en fait. Depuis toujours, en fait, quand vous avez Bill Viola, qui est un des plus grands artistes de vidéo, ça s'échange à plusieurs centaines de milliers de dollars. Quand vous achetez une œuvre de Bill Viola, vous recevez une vidéo sur un DVD et que vous montrez sur un écran de télé. Si vous allez revendre cette œuvre chez Christie's ou Sotheby's, en fait, si vous arrivez avec votre télé ou votre DVD, ça va pas marcher. Ce qu'il faut, c'est arriver avec une preuve de propriété, éventuellement le certificat d'authenticité de l'œuvre, ça c'est déjà pas mal, mais surtout, il faut que vous montriez que vous êtes propriétaire d'une des 8 versions officielles. Et ça, la propriété, en général, par exemple, c'est la facture d'achat que vous avez quand vous avez acheté auprès d'une galerie ou dans une maison de vente, vous avez une facture. Et donc, dans le monde réel, vous avez le fichier vidéo ou ça s'applique aussi à un tableau, le certificat d'authenticité,
qui est souvent un papier, qui décrit l'œuvre, et le certificat de propriété, qui est en fait, plus ou moins, un des meilleurs certificats, c'est la facture. Là, avec les NFT, vous allez avoir l'œuvre digitale. Bah, en fait, on va vous envoyer très facilement une copie. Vous allez pouvoir télécharger une copie de l'œuvre digitale. Le certificat d'authenticité, éventuellement, il va être émis par l'artiste. Ça va être un PDF, n'importe quoi. Et le certificat de propriété, c'est votre NFT. Donc, on a en fait une réplication du monde traditionnel de l'art, mais avec une technologie hyper intéressante parce que, entre autres, il y a, si on rentre dans un terme financier, il y a une liquidité immédiate. C'est-à-dire que quand j'achète une œuvre d'art, si j'achète un tableau, je vais chez, de nouveau, Christie, Sotheby's, Philippe, tout ce que vous voulez, Draw, j'achète un tableau aux enchères ou je vais dans une galerie, je vais le payer, ça va prendre un petit peu de temps, ensuite je vais me faire livrer le tableau, je vais devoir le mettre dans un endroit où il est un petit peu protégé, je vais sans doute devoir l'assurer, et puis le jour où je veux le revendre, ça va être compliqué, il faut que je trouve un acheteur, il faut que je passe éventuellement de nouveau par une maison de vente, ça va prendre 6 mois entre le moment où je commence à discuter à la maison de vente et avec la maison de vente et le moment où je suis payé. Et donc, il y a justement pas de liquidité, c'est-à-dire de rapidité d'échange de propriété de ce tableau. Avec un NFT, c'est instantané. C'est-à-dire que le titre de propriété, c'est quelque chose de digital. J'arrive sur une plateforme un petit peu comme un eBay digital, une marketplace de NFT. J'achète ce NFT. Je me retrouve instantanément, enfin c'est quelques secondes parce qu'il faut que les transactions soient enregistrées dans la blockchain, mais on va dire que c'est instantané. Et 1 minute après, si j'ai envie, je peux le revendre. Parce que j'ai déjà eu en fait l'œuvre, de toute façon, elle est téléchargeable quelque part sur un disque dur. Et donc, mon certificat de propriété, je l'ai tout de suite. C'est lui qui a de la valeur financière. Et je peux instantanément le revendre, éventuellement avec une plus-value, une moins-value, au même prix, peu importe. Ce n'est pas le sujet pour l'instant, mais il y a une liquidité totale du NFT. Et derrière ces technologies, en dehors de ça, il y a des choses très intéressantes. Par exemple, on a pas mal parlé des royalties. Alors, peut-être, je voulais quand même donner quelques exemples. Je ne sais pas si tous les gens ici connaissent bien un petit peu les NFT et ce qui s'est passé un petit peu dans le monde. Donc tout ça, ça a commencé il y a quelques années, mais ça fait vraiment, on va dire, 18 mois que les choses ont accéléré énormément, et notamment avec une vente d'un artiste, un designer artiste qui a une énorme communauté, qui avait une énorme communauté sur Instagram, qui faisait une image par jour. Et il a décidé, il a réussi à être convaincu par Christie's de faire une vente aux enchères chez Christie's, qui est là aujourd'hui, en termes de chiffres, la plus grosse maison de vente. Et ils ont réussi à vendre une image qui est une image digitale, qui est la somme, enfin un collage de 5000 images qu'il avait créé depuis les 5000 derniers jours. Il en faisait une par jour. Ils ont vendu ça 69 millions de dollars. 69 millions de dollars, c'est le prix d'un très, 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 très beau tableau, voire de plusieurs très, très beaux tableaux de l'art classique. Et donc, ça a beaucoup surpris les gens. Et tout le monde a commencé à regarder un petit peu ce modèle-là. Euh, il y a un artiste du monde traditionnel, on va dire, qui est Damien Hirst, qui est un artiste très reconnu, qui est maintenant rentré dans l'histoire de l'art. C'est un artiste contemporain, mais il travaille beaucoup justement sur les histoires de valorisation de l'art, du marketing de l'art, qu'est-ce qui est de l'art, qu'est-ce qui n'en est pas, pourquoi est-ce que l'art a de la valeur et pourquoi il y a des prix assez importants dans le monde de l'art. Et il a fait ce projet assez passionnant où il a créé 10 000 petits carrés de papier, vraiment une feuille, on va dire une demi-feuille A4, sur lequel il a généré des points de couleur. Alors lui et son studio, il y a beaucoup d'artistes contemporains qui travaillent avec des gens dans un studio, ils font pas ça tout seul. Et puis donc il a généré ces 10 000 feuilles, il a signé ces 10 000 feuilles, il leur a donné un petit numéro, et il a vendu sur Internet. C'est un artiste qui depuis longtemps ne travaille plus avec des galeries, il travaille en direct la plupart du temps. Et il a vendu à travers un site web ces 10 000 œuvres d'art via un NFT pour 2 000 euros chacune. Donc, ça s'est vendu en 24 heures. Il a vendu pour 20 millions de dollars de petits carrés comme ça. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on est quasiment, je crois, 1 an après. Les gens doivent maintenant choisir s'ils veulent garder la version papier et à ce moment-là détruire le NFT digital. Donc il a créé un NFT pour chaque petit papier. Ils ont scanné tous les papiers et il y a un NFT unique qui a été créé pour chaque papier. Et les gens ont acheté les deux en faisant la transaction. Et maintenant, il va demander aux gens, est-ce que vous voulez garder l'œuvre papier ou est-ce que vous voulez garder l'œuvre digitale? Si vous gardez l'œuvre digitale, on détruit le papier. Et si vous voulez garder le papier, on détruit l'œuvre digitale. Et donc, c'est un projet super intéressant
qui montrent d'une part qu'il y a beaucoup d'argent déjà dans ce domaine-là, mais qui montrent les problématiques qui vont arriver dans ce secteur. Il y a beaucoup d'exemples. Ça, j'ai essayé de donner des exemples un peu dans le monde de l'art. Alors, c'est de l'art ou du design et la frontière de qu'est-ce qui est de l'art ou qu'est-ce qui n'est pas de l'art, c'est vraiment très difficile. Et après, il y a toute une série sur les NFT de choses qu'on appelle plutôt des objets de collection, des collectibles. Et il y a des gens, par exemple, qui sont pas du tout des artistes, qui prétendent pas être des artistes, mais qui créent des œuvres en série limitée. Et il y a eu toute une mode, par exemple les CryptoPunk. Ce sont des petites images. Il y a un visage sur 25 pixels, enfin 25 pixels, ça ressemble vraiment à une icône sur votre ordinateur que vous auriez agrandi beaucoup. Et ils ont vendu 10 000 CryptoPunk comme ça. Et aujourd'hui, c'est des choses qui s'échangent à plusieurs centaines de milliers, voire des millions, parce que c'était a priori un des premiers projets NFT. Et donc, il y a des gens qui ont beaucoup d'argent en crypto-monnaie et qui dépensent beaucoup d'argent pour collectionner. Alors, certains diront faire de la spéculation, mais la spéculation existe partout. C'est collectibles. Et puis, on a des jeunes sociétés. Il y a un exemple assez intéressant. Je ne sais pas dans les clients si vous avez des gens dans le domaine du luxe et des produits vêtements et autres. Il y a une société qui s'appelle Artefact, qui est une société avec trois jeunes gens qui a été créée, je crois, il y a 1 an et demi ou 2 ans. Et ils ont commencé à faire des sneakers digitaux sur lesquels des jeunes artistes, ils allaient chercher un petit peu sur Instagram. Ils faisaient des collaborations avec des jeunes artistes qui dessinaient de façon digitale sur un sneaker en 3D qui se balade sur votre écran. Et ils ont commencé à vendre ça. Ça a pas mal marché. Et ils ont vu qu'ils avaient vraiment une grosse audience. On verra plus tard peut-être dans la discussion qu'un des grands jeux, enfin des grands enjeux des NFT et des succès des projets, c'est la communauté. Et donc, eux, ils avaient une bonne communauté et ils ont créé de nouveau un de ces projets où il y a 10 000 personnages qui se ressemblent. Alors, un avec des lunettes, un sans lunettes, un avec la peau verte, un la peau jaune. Et eux, ils se sont dit, bon, bah, 10 000, c'est bien, mais nous, on va faire 20 000, hein, tant qu'à faire. Donc, ils ont créé 20 000 personnages. Euh, et en 2 jours, pareil, tout ça s'est vendu. C'était vendu à 2 Ethers. 2 Ethers, aujourd'hui, la valeur, on va dire, depuis quelques mois, c'est en gros 3 000 $. Donc, ils ont vendu en 2 jours 20 000 NFT. Donc, pour chaque petit personnage, chaque petite image qui était unique et aléatoire, vous ne saviez pas au moment de l'achat, vous ne saviez pas si vous alliez avoir un garçon, une fille, la couleur de sa peau, est-ce qu'il a des lunettes, est-ce qu'il ressemble à un extraterrestre ou pas. Euh, et donc, ils ont vendu pour 120 millions de dollars en 2 jours de collectibles. Donc, c'est pour ceux qui sont de mon âge, on avait, nous, les cartes Panini, hein, on avait des petits sachets, on achetait des petites cartes avec des cartes de joueurs de foot ou des choses comme ça. Et bien là, on achète un NFT, donc c'est une version digitale. Et puis derrière, bah, si le projet prend de l'ampleur, s'il y a une communauté et de la demande, la valeur de ces NFT augmente et ça peut aller assez vite. Cette société qui n'existait pas il y a 1 an et demi, qui a créé, donc qui a fait un chiffre d'affaires de 120 millions de dollars en 2 jours, a été rachetée en janvier par Nike, qui travaille beaucoup avec eux sur cette idée de euh, comment atteindre cette nouvelle population, qui sont des gens qui ont de l'argent en crypto-monnaie, qui veulent le dépenser et qui sont prêts à le dépenser sur des choses qui, nous, du monde traditionnel, nous paraissent étonnantes, mais qui sont en fait complètement logiques dans leur culture. Et donc, c'est des gens qui, plutôt que d'avoir, ils ont sans doute peut-être des Nike ou des Adidas ou autres en vrai, mais en tout cas, ils sont contents dans leur jeu vidéo de se dire, tiens, mais moi, je vais pouvoir montrer que j'ai une Nike quand je tue mon copain dans mon jeu vidéo. Je vais acheter un NFT qui me donne la propriété, qui me permet d'afficher dans mon jeu vidéo euh, des Nike quand je vais courir dans mon jeu vidéo pour un jeu de foot ou un jeu de guerre ou autre. Donc c'est un marché énorme. Pourquoi est-ce que ça a explosé d'un seul coup comme ça? Parce que c'est un marché qui utilise donc les crypto-monnaies principalement. Donc tous ces échanges financiers se font pour la plupart à 99% en crypto-monnaie, c'est-à-dire que je paye avec mes bitcoins ou mes ethers ou mes autres monnaies. Et en fait, ce marché, c'est des gens plutôt jeunes qui ont acheté ou qui ont gagné d'une façon ou d'une autre des crypto-monnaies il y a quelques années. Et le prix de ces crypto-monnaies a explosé, la valeur de ces crypto-monnaies a explosé. Et donc, des gens qui avaient investi 1000, 5000, 10 000 dollars ou euros il y a 5 ans se retrouvent avec des centaines de millions de dollars en valeur équivalente en crypto-monnaie. Et ils sont très attachés à leur monnaie.
Et donc, ils sont contents de pouvoir dépenser de l'argent en crypto-monnaie. Donc, on a vraiment un nouveau marché avec des nouveaux collectionneurs. C'est quelque chose de très intéressant parce qu'on voyait un petit peu ça dans le monde de l'art traditionnel. Dans le monde de l'art traditionnel, il y a encore 20 ans, si vous alliez à une vente aux enchères importante, les grandes ventes à New York, à Paris et à Londres, il y avait en gros 200, 300 collectionneurs qui étaient un peu tout le temps les mêmes. Et c'était des riches collectionneurs qui achetaient un peu tous les mêmes trucs. Aujourd'hui, il y a eu une explosion de personnes qui sont intéressées par le design ou l'art à différents niveaux et qui ont de l'argent. Et donc, on a vu dans le monde de l'art une explosion de nouveaux clients, nouveaux acheteurs qui sont un peu frappés des méthodes anciennes de l'art. Quand vous rentrez dans une galerie d'art, souvent, il n'y a pas les prix. De temps en temps, il y a l'information à côté du tableau, il y a un petit papier qui dit le titre, l'artiste, mais de temps en temps, il n'y en a pas. Il n'y a pas les prix. C'est compliqué. Les galeristes, de temps en temps, ne veulent pas donner à tout le monde. C'est-à-dire, si vous voulez acheter quelque chose et que vous êtes inconnu, si c'est une œuvre importante, il faut que enfin, le galeriste va vous dire qu'il ne veut pas vous le vendre parce qu'il a envie que ça parte dans une collection importante. De nouveau, en fait, c'est des choses qu'on observe dans le monde du luxe. Aujourd'hui, si vous essayez d'acheter une montre de très grande marque, il est probable que les gens vont vous demander, mais excusez-nous, est-ce que vous êtes déjà client de la maison? Si vous achetez une Ferrari, vous allez avoir 2 ans d'attente, sauf à avoir déjà sans doute 2 ou 3 Ferrari dans votre garage. Donc, ce sont des choses il y a des pratiques comme ça d'achat de luxe et c'est en train de changer parce qu'il y a des nouvelles personnes qui sont rentrées avec de l'argent, entre autres beaucoup de crypto-monnaies, et ça vient balancer un peu les choses. Euh, voilà, donc j'ai essayé d'expliquer très rapidement ce que c'était qu'un NFT dans le monde de l'art, euh, qui sont les collectionneurs. Alors ça va, je vous l'ai dit, ça va de tout, c'est-à-dire qu'on a de l'art, mais encore une fois, c'est très difficile de définir exactement qu'est-ce qui est de l'art, du design ou du n'importe quoi. On a des objets collectibles et puis de plus en plus, on a des choses plus intéressantes qui s'assimilent presque à des produits financiers et les gens vont faire de la spéculation, s'échanger ça. On aura probablement bientôt des NFT liés à des produits immobiliers ou à des choses comme ça. Euh, Ça soulève plein de questions. En fait, c'est allé très très vite parce que il y avait tout d'un coup beaucoup d'argent. Donc souvent, moi j'ai vécu les années du début d'Internet, j'avais des startups à ce moment-là. Donc on fait souvent une analogie entre ce qui se passe en ce moment dans les NFT et les années 98, 99, certains disent même 97 pour dire qu'on est vraiment au tout début de l'Internet. Et c'était vraiment intéressant à l'époque. Euh, les années 99, on n'avait pas vraiment encore Amazon, c'était un site web sans images, c'était des liens, c'était Jeff Bezos dans son garage. On cherchait encore les applications, tout le monde était excité par ça, mais il n'y avait pas vraiment de grosses applications. Et il n'y avait pas l'argent qu'il y a aujourd'hui. Aujourd'hui, en crypto, c'est ahurissant l'argent qu'il y a. Et donc, tout de suite, ça a explosé. Euh, le monde de l'art, c'est environ 65 milliards de dollars chaque année de transactions entre les maisons de vente et les galeries. Depuis quelques années, c'était relativement stable. On avait rebaissé un peu avec le Covid et on a repris un petit peu. Là, ça repart pas mal. Donc, 65 milliards de dollars. Les NFT, je crois qu'au mois de janvier, il y a déjà eu 3 ou 4 milliards de dollars échangés. Donc c'est énorme. C'est énorme pour un truc qui n'existait pas quasiment, qui était totalement confidentiel il y a 18 mois. Ça va donc très très vite. Et donc c'est intéressant parce que ça a provoqué beaucoup de choses, mais en même temps, les gens sont allés un petit peu vite. Et aujourd'hui, on commence tous à essayer de regarder en disant, OK, mais de quoi on parle exactement? Un NFT, les gens me disent, OK, je suis propriétaire d'une œuvre d'art. Ben, ok, mais où est le contrat? Comment ça fonctionne? De quoi je suis propriétaire? Dans l'art, déjà, la plupart des gens ne connaissent pas bien les problèmes de propriété intellectuelle. Donc, pour donner quelques exemples très rapides, si j'achète un tableau de nouveau de Picasso, allons-y, youpi, j'ai acheté un Picasso, j'ai des droits qui sont très limités. Je n'ai pas acheté la propriété intellectuelle du tableau. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, j'ai le droit de prendre le tableau et de le mettre sur mon mur, mais je n'ai pas le droit de prendre une photo, même très haute définition, de créer des t-shirts et d'aller les vendre dans la rue. Je n'ai pas les droits sur l'œuvre, sur l'image, sur l'œuvre, la propriété intellectuelle qui a été faite. Dans les NFT, c'est aussi beaucoup le cas. C'est-à-dire que par défaut, euh, on essaye en ce moment de dire, OK, on va voir si les lois liées à l'art s'appliquent aux NFT.
Après, il y a des gens qui essayent de changer un petit peu ça, qui disent non, mais moi, dans mon NFT, je vais dire que la personne qui achète mon NFT, il a le droit de faire des t-shirts. J'ai envie qu'il développe ma marque, j'ai envie qu'il développe ma, ma reconnaissance du marché, donc je le laisse faire ce qu'il veut. Oui, mais le problème, c'est que en droit, par exemple français ou belge ou en Hollande, un contrat de propriété intellectuelle, il faut qu'il soit signé sur un papier. Les smart contracts, c'est-à-dire les programmes informatiques, les mini-programmes informatiques qui régissent les lois ou le comportement de ces NFT sur une blockchain, ce n'est pas reconnu en droit. Et donc aujourd'hui, en fait, tout le marché des NFT, il est un petit peu comme un marché qui fonctionne parce que les gens se font confiance et acceptent des choses. Mais dans l'absolu, c'est pas très clair du tout. C'est-à-dire que quand j'achète un NFT, je ne sais pas vraiment ce que j'ai. J'ai acheté un droit de propriété, je peux essayer de le revendre, mais à un moment ou à un autre, il peut y avoir des problèmes. Si j'ai un site, si j'ai acheté un NFT sur un site web qui travaille pas très bien et qui n'a pas bien programmé le lien entre le NFT et l'image, par exemple, l'œuvre d'art qui serait une image ou une petite vidéo, si ce site fait faillite et ferme, ben, il y a des chances que mon NFT il pointe vers plus rien du tout. C'est-à-dire que j'avais dans mon NFT, il y a ce qu'on appelle les métadatas, qui sont la description de je suis propriétaire de quelque chose, mais de quoi? Bah, par exemple, d'une image, et donc je mets une URL, un lien vers un Google Drive ou quelque chose comme ça, ou un cloud. Euh, Si ce cloud il est mal généré, il est mal sauvé ou ça a été mal programmé, ben je perds le sous-jacent. J'ai acheté une œuvre d'art, il me reste le titre de propriété, mais j'ai plus l'œuvre d'art. Donc il y a plein de choses qui sont importantes et qui méritent maintenant d'être adressées. Donc c'est assez intéressant parce que il y a beaucoup de sociétés qui sont plutôt liées au droit, donc des avocats, des maisons d'édition qui sont en train de beaucoup travailler là-dessus pour essayer de formaliser un petit peu. Je pense qu'on va arriver à des choses, mais aujourd'hui c'est quand même un petit peu le Far West et c'est pas très clair quand vous achetez un NFT. En fait, c'est pas super clair. Euh, Ce qui est intéressant, c'est ce qui va venir. Malgré tout ça, donc il y a des challenges, ok, il y a des challenges légaux, euh, mais c'est vraiment le tout début aussi. Ça a démarré, on va dire, par un mouvement un petit peu d'artistes digitaux qui se sentaient exclus du monde de l'art et qui se disaient, ok, moi, je ne sais pas avoir une galerie qui va montrer mon art. Je ne vais pas trouver de galerie qui va mettre des télés dans une salle et qui va essayer de vendre mon œuvre digitale sur cette télé dans sa galerie. Donc, je dois me débrouiller tout seul. Et puis, le monde des galeries nous méprise un petit peu, le monde de l'art nous méprise. Euh, Dans l'art, il y a un peu une hiérarchie. Il y a les peintures, les sculptures. Les céramiques, déjà, c'est pas terrible. La vidéo, la photo, c'est des éditions, donc c'est à moins de valeur. Tout ça est totalement subjectif, mais le monde de l'art, c'est organisé comme ça. Et puis l'art digital, voilà, il n'y a pas vraiment d'unicité, donc c'était un peu mal vu. Et donc ces artistes-là se sont réunis, et comme ils sont jeunes et qui sont très digitaux, ils se sont dit, OK, la blockchain, on va utiliser ça, et on va lancer les NFT. Et donc les NFT quand on parle de NFT, en fait, c'est une technologie qui peut s'appliquer à plein de choses. Et c'est beaucoup lié autour, ça c'est beaucoup, enfin c'est né surtout autour des crypto-arts, mais il y a plein de trucs très intéressants qui peuvent se faire. Et nous, typiquement, dans notre société, on travaille beaucoup sur comment faire le lien justement entre cette génération un petit peu de gens qui achètent du crypto-art et le monde traditionnel de l'art avec qui on travaille depuis longtemps, qu'on connaît mieux. Euh, et nous, on développe des solutions pour faire la passerelle entre ça. Ça veut dire quoi? Notamment, ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire un NFT d'un objet physique. Parce que c'est intéressant d'avoir un NFT, donc il y a un titre de propriété super sécurisé d'un objet, d'une œuvre digitale, mais est-ce que je peux faire la même chose pour une œuvre physique? Et nous, on peut le faire. On a développé des solutions où, notamment, par exemple, on met une puce NFC, donc NFC, Near Field Communication, c'est un peu la puce sans contact que vous avez dans votre carte de crédit pour faire du paiement sans contact. Donc on attache de façon sécurisée une puce sur un objet, et quand on scanne avec son téléphone portable cette puce, on va arriver sur le double digital, le certificat d'authenticité digitale de cet objet. Et à ce moment-là, comme on est dans le monde digital, là, on peut aller jouer avec des NFT. Et donc, on peut définir, créer un NFT qui est lié au certificat digital, qui est lui-même lié à l'œuvre physique. Et donc, on essaye de voir comment on peut étendre ça. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est que on a beaucoup parlé du monde de l'art, mais de nouveau, les NFT, c'est applicable à plein de trucs. Et l'art, c'est très restrictif. Le luxe,
c'est évidemment très intéressant. Comment prouver l'authenticité de mon sac à main que j'ai acheté dans une grande enseigne de luxe? Comment je peux être certain que quand j'achète une bouteille d'un grand vin, je n'ai pas une copie qui vient de n'importe où, que quelqu'un a collé une étiquette sur une bouteille en mettant de la piquette dedans? Comment est-ce que je peux garantir l'authenticité de mes sneakers, de mes vêtements, de ma montre? Voilà, donc tout ça, mes voitures de luxe, tout ça, c'est hyper intéressant parce que ce sont des objets à qui on attribue beaucoup de valeur à cause de leur authenticité et de leur rareté. Et on retombe en fait dans des analogies très intéressantes par rapport au monde de l'art. Voilà, donc j'ai fait un premier jet. Est-ce qu'il y a quelques questions, Stéphanie, déjà, qui Oui, pourraient alors peut-être... déjà, merci beaucoup. C'était très intéressant. Même moi, enfin, ce sujet, ça a toujours été un sujet assez flou pour moi, donc j'y vois plus clair. C'est Euh, très bien. alors déjà, j'avais une première question que je m'étais notée moi. Donc je voulais savoir, selon vous, est-ce qu'il y a des limites à la frénésie qui se crée autour des NFT? Donc vous le disiez, les gens achètent des choses qu'on n'aurait jamais achetées dans le monde traditionnel. Là, par exemple, j'ai vu que le premier tweet qui a jamais été écrit sur Twitter a été vendu à 2 millions. Il y a des gens qui se sont mariés sur la blockchain et qui ont acheté leurs alliances en NFT. Est-ce qu'il y a une limite selon vous? Alors ça, c'est extrêmement difficile. La question que beaucoup de gens se posent en ce moment, c'est est-ce qu'il y a une bulle? Est-ce que ça va continuer? Et ça, vous avez les gens qui sont du monde soit de la finance, soit du monde de l'art traditionnel, qui disent toujours les arbres ne montent pas au ciel, ce qui est souvent vrai. Après, euh, c'est pas grave. C'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est que là, il y a quand même quelque chose d'énorme qui est né auquel on croit beaucoup. Je pense que ça va être une tendance énorme. J'en ai pas parlé, mais il y a une passerelle évidente NFT, métaverse. Enfin, c'est quand même aussi un sujet euh, qui est, qui est incroyable, qui va nous arriver à toute vitesse dessus. Il est déjà là, en fait, et on s'en rend pas compte. Donc, je pense qu'il y a sûrement des excès. Il y a des excès parce que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'argent en crypto-monnaie et donc qui pour eux, dépenser un Ether, c'est comme qui représente, on va dire, 3 000 $, bah, c'est comme pour certaines personnes dépenser 1 euro ou 10 euros ou 10 $. Au bout d'un moment, ils ont acheté ça à ce prix-là. Et donc, euh, euh, il y a quand même des notions un peu parallèle. C'est assez bizarre parce qu'il y a une cotation en temps réel de l'Ether, mais il y a quand même une valorisation un petit peu parallèle pour eux dans leur esprit. Et donc, comme il y a beaucoup, beaucoup d'argent, il y a des excès. Il y a de la spéculation, il y a de la manipulation de marché, ce qu'on retrouve dans d'autres marchés, ce qu'on retrouve dans le monde de l'art. Euh, c'est vrai qu'il y avait un petit peu, je disais, la genèse des NFT, c'était un peu un idéal, c'était un peu un regroupement et qui a bien fonctionné hein, d'artistes digitaux qui se sont dit, nous, on veut réussir à vivre de notre art, on va utiliser ça. Et ça a effectivement permis à beaucoup d'artistes de commencer à vivre de leur art. Et ça, c'est génial. Il y a plein de trucs hyper positifs. Le problème, c'est que dès que, comme partout dans le monde, dans toutes les industries, dans tous les marchés, quand il y a beaucoup d'argent d'un seul coup, eh ben, il y a des gens qui essayent de profiter un petit peu du marché, qui font des excès, qui font de la spéculation. Et si ça va trop vite, il est possible qu'il y ait des hauts et des bas. Et donc, il est pas absurde de penser que la valorisation de certains NFT va retomber peut-être à zéro, peut-être baisser beaucoup ou pas. Ça fait des années que les gens disent que le Bitcoin va... Il y a des gens qui pensent que ça va durer, il y a d'autres qui disent que ça va redescendre à zéro. Warren Buffett, il y a 2, 3 jours, qui est quand même une des références dans le monde de la finance, a encore dit que lui, même si c'était à 10 $, il n'en achèterait pas. Donc il y a des gens plutôt intelligents qui pensent que ça va pas aller, et puis il y a d'autres gens aussi intelligents qui pensent que ça va valoir beaucoup d'argent. C'est très difficile à répondre à cette question. Je pense qu'il y a des excès et donc il va sûrement y avoir des corrections, mais on est vraiment convaincu que c'est quelque chose de hyper intéressant et qui va s'étendre beaucoup et qui va apparaître dans beaucoup de choses. Euh, le métaverse, moi je donne souvent juste l'exemple des jeux vidéo. C'est vraiment l'exemple que je donnais tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a des jeux vidéo, le jeu il est gratuit. Mais si j'ai envie d'avoir Fortnite, le jeu il est gratuit. Si j'ai envie d'avoir une cape rouge et un pantalon vert pour aller tuer mes petits copains dans le jeu, je dois payer pour avoir un pantalon vert. Eh ben, c'est une évidence qu'aujourd'hui, les marques, pas forcément de luxe, on ne peut pas dire que Nike soit du luxe, mais les retailers et les grandes marques sont déjà sur place à l'attaque de ça en disant, mais moi, je veux que dans mon jeu vidéo,
enfin dans les jeux vidéo, les gens, ils ont envie de se balader en Nike dans les jeux de foot. Vous avez de la vraie publicité dans les tours de terrain. Il y a une monétisation et ça, les NFT vont jouer un rôle très intéressant là-dedans pour avoir la possibilité de dire, voilà, moi j'achète une Nike digitale sur le magasin de Nike. Et dans tous les jeux vidéo que je joue, je vais pouvoir montrer mon petit NFT d'une façon ou d'une autre. Je vais connecter mon wallet et je vais dire, mais moi, je veux jouer, mais en Nike. J'ai mes Nike, je veux jouer avec mes Nike. Je veux jouer avec mes Adidas, je veux jouer avec mes Reebok, tout ce que vous voulez. J'ai pas d'action chez Nike. Mais, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va arriver à toute vitesse. Et je pense qu'on. La question, c'est pas est-ce qu'il faut s'en occuper, on devrait déjà être en train de s'en occuper depuis longtemps. Ok, C'est vrai dans le monde de l'art, hein. Dans le monde de l'art, on essaye beaucoup de parler à des musées et autres en leur disant, mais essayez de comprendre ce qui se passe. Pour moi, toutes les grandes galeries, tous les grands acteurs, tous les grands musées devraient avoir deux, trois stagiaires de moins de 25 ans qui passent chaque semaine à faire un rapport sur qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'art, quelle a été la communauté qui a été la plus visible, comment est-ce qu'ils ont marketé leur truc, quelle est la chose à faire. Et parce que je pense, typiquement, quand vous parlez de crack, euh, je pense que ce serait super de dire à des gens qui ont acheté un crapaud digital, parce qu'il y a des crapauds digitaux qui se ressemblent tous, bah, peut-être qu'au lieu de payer ça 100 balles, vous pourriez acheter une édition d'une œuvre d'art dans un musée de quelque chose qui a été reconnu par l'histoire de l'art. Alors, tout peut changer, hein. Les générations de nos enfants, elles peuvent décider dans une ou deux générations que Picasso, ça ne les intéresse pas, que même Basquiat ou Warhol, ça ressemble à rien, que la peinture italienne n'a aucun intérêt, et puis préférer des dessins graphiques très pop qui se font. Mais je pense que c'est intéressant d'essayer d'attirer un petit peu toute cette nouvelle communauté crypto vers le monde de l'art traditionnel. Et ça, ils vont pas le faire tout seuls, il faut qu'on les aide. Et il faut que les gens prennent conscience de ce qui se passe, au lieu de un petit peu mépriser cette nouveauté qui est très étonnante. très bien. Alors, je vais passer aux questions du coup du public. Alors, on a une première question. Olivier peut-il nous citer quelques exemples de places de marché de NFT fiables et promouvant des artistes reconnus? Oui, oui, alors, alors déjà, typiquement un des problèmes. Il y a plusieurs blockchains, d'accord? Donc, j'ai cité le Bitcoin, Ethereum. Tezos, c'est une autre blockchain avec laquelle nous, on travaille beaucoup parce que elle coûte beaucoup moins cher à l'utilisation et elle est beaucoup plus écologique puisque pour faire fonctionner cette blockchain, elle consomme beaucoup moins d'énergie. Donc, le problème, c'est que si j'achète un NFT sur Tezos, il n'est pas compatible avec l'autre blockchain Ethereum. Donc, je ne vais pas pouvoir acheter sur Tezos et revendre sur Ethereum. Sur Ethereum, qui est la plateforme la plus grosse, il y a un certain nombre de marketplaces. Tous les gros acteurs sont en train d'essayer de se développer. La plus grosse en volume, je crois que c'est OpenSea. Après, il y a des marketplaces qui ont essayé de se spécifier, enfin de se spécialiser un petit peu, par exemple en choisissant les artistes. Donc ça, c'était un des grands problèmes du début. Le- le credo un petit peu des NFT, c'était on va pas demander aux galeries de nous choisir, on va tous vendre toutes nos œuvres. Bah, au bout d'un moment, c'est juste pas possible parce qu'il y en a partout. Et donc, il y a des marketplaces qui ont dit, bah, nous, on va faire de la sélection, on va faire de la curation, on va faire de la sélection des artistes et on va sélectionner un certain nombre d'artistes. Donc, il y a Nifty Gateway, il y a Super Rare. Bon, la plus grosse sur Ethereum, c'est OpenSea. Et sur Tezos, il y a plusieurs marketplaces qui sont intéressantes. Il y en avait une qui a un peu disparu. Les NFT sont toujours là, heureusement, puisque justement la technologie blockchain fait que l'information avait été sauvegardée sur la blockchain. Donc, la société, plus ou moins, c'était un gars tout seul, mais Iketnunk a disparu. D'autres gens ont repris. Et donc, les gens, moi, j'avais acheté des NFT sur Iketnunk. Ils ont toujours de la valeur et je peux les revendre ailleurs. Donc, il y a plein de marketplaces. Ça change beaucoup. Les gros acteurs qui sont, par exemple, les exchanges. Donc, les exchanges, ce sont les espèces de banques en ligne qui vous permettent d'envoyer. Je crée un compte dans cette banque, j'envoie des euros et je vais pouvoir acheter du Bitcoin ou de l'Ether et donc travailler après sur la blockchain. Je rentre dans mon casino, je vais à la caisse, je change mes euros et j'ai des jetons. Je vais pouvoir jouer au casino. Voilà, ces exchanges, ils sont évidemment des gros acteurs, ils voient passer beaucoup d'argent, ils sont tous en train de participer. Coinbase, Kraken sont en train de créer des départements NFT. Ok. Alors, quel est le profil type, s'il existe, de l'acheteur de NFT? Et il n'y en a pas beaucoup, il y en a pas beaucoup, mais la grande tendance, ce serait quand même jeune techno.
Parce qu'aujourd'hui, la blockchain, ça reste une technologie pas hyper simple. C'est-à-dire que c'est plus compliqué que d'avoir un compte bancaire parce que, en fait, la banque, elle gère l'argent pour vous. Si aujourd'hui, j'ai ma carte de crédit, je perds ma carte de crédit, on m'en renvoie une. Si je perds mon mot de passe pour me connecter en ligne à mon compte en banque traditionnel, eh ben, on va me renvoyer un mot de passe. Dans la blockchain, si je gère vraiment moi-même mon portefeuille, de façon très sécurisée, je suis le seul à avoir le mot de passe de ce portefeuille, de ce wallet. Donc j'ai une adresse qui est une suite de lettres et de chiffres. Et puis une clé privée qui est la clé d'accès à ce compte. Si je perds cette clé, c'est terminé. Personne ne peut la me rendre, ne peut me la rendre. Donc, il faut faire attention, il faut être capable d'utiliser un ordinateur, il faut comprendre comment créer un compte, il faut comprendre comment créer un wallet, et ensuite aller connecter ce wallet avec des outils informatiques qui viennent s'afficher dans votre navigateur Internet quand vous allez sur le site. Au lieu d'aller sur eBay, vous allez sur OpenSea, c'est sur Internet. On va vous demander de connecter votre wallet, et à ce moment-là, vous allez pouvoir faire des transactions et recevoir les NFT. Tout ça, c'est pas hyper simple. C'est simple pour des jeunes digitaux, c'est pas simple pour mes parents, par exemple. Voilà. Donc plutôt jeune digital. Maintenant, le jeune digital, ça fait quand même quelques années et donc c'est quand même on va dire, de 15 à, ou de 10 à 40, 50 ans facile, quoi. Ok. Alors, pour en vendre une œuvre importante NFT, c'est également assez exclusif via whitelist, non? On retrouve quelques travers des grosses galeries. Alors, je suis pas sûre de comprendre cette question, je sais Alors, la fin de la question, oui, on retrouve beaucoup, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Il y avait un gros idéal au début, et en fait, très rapidement, on s'est rendu compte que le marché de l'art, il est comme ça parce que ça fait quand même des centaines d'années que les gens font ça et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait trier un petit peu parce que sinon on peut pas choisir. Et il y a des mauvais côtés d'opacité, de manipulation de marché et autres. Et malheureusement, comme il y a beaucoup d'argent dans les cryptos et les NFT, eh ben les mauvais côtés sont revenus très vite. Et puis, ce que je vous disais tout à l'heure, si c'est très beau comme idéal de dire tout le monde peut tout vendre. Donc, j'imagine un OpenSea. OpenSea, je peux prendre une photo de mon ordinateur et je crée un NFT et je le vends. Bon, ok, ça n'a pas un grand intérêt. Et donc, après, quand je cherche quelque chose, bah, je vais me retrouver au milieu d'un capharnaüm pas possible. Donc, euh, la difficulté, c'est vraiment, OK, est-ce qu'il faut trier ou pas? Comment est-ce qu'on donne le plus de possibilités à tout le monde de s'exprimer, mais en même temps, comment est-ce qu'on facilite la vie du collectionneur qui veut chercher quelque chose? Et en dehors de ça, donc la première partie de la question, euh, si vous êtes un artiste, il y a des plateformes où vous pouvez, enfin, tout le monde, donc ce que je disais, l'exemple, je prends en photo mon ordinateur et je le vends, je peux très bien décider que je suis un artiste. Je ne sais plus qui disait que tout le monde est un artiste. Euh, sur certaines plateformes, ça va être compliqué. Ils vont vous sélectionner. Il va falloir donner des informations, montrer vos œuvres. Ils vont vous dire oui ou non. Et puis, il y en a certaines, si vous n'êtes pas Eminem ou Paris Hilton, ben, vous n'allez pas vendre. Et d'autres, c'est complètement open bar. Tout le monde peut y aller et tout le monde peut vendre. Donc, c'est pas très compliqué de remettre en vente. La plupart du temps, c'est pas très compliqué de remettre en vente. Ok. Alors, sachant qu'un NFT n'est rien plus qu'une suite de caractères aléatoires et de métadonnées, comment lier de manière fiable un NFT avec le monde réel? Eh bien, appelez-moi, je vous expliquerai. Allez sur Arteia. Olivier at arteia.com, on a une solution. Donc, c'est ce que j'expliquais rapidement tout à l'heure. Je ne sais pas si la question était avant ou après. En fait, le gros challenge, c'est de faire un lien entre quelque chose de physique et quelque chose de digital. Et ça marche pas pour tout, mais on a un niveau de sécurité très élevé et ça fonctionne sur beaucoup de choses. On a vendu des peintures, on a vendu un objet napoléonien, on a vendu plein d'objets. En fait, on colle une puce sur l'objet de façon sécurisée. C'est une puce sécurisée. Si j'essaye de l'arracher pour pouvoir la mettre sur un autre objet, elle se casse. Donc, je sais que la puce, elle est vraiment liée à l'objet et elle est encryptée. Il y a des informations sur cette petite puce. Et donc, je la scanne avec un téléphone et à ce moment-là, je vais dans une base de données qui est sécurisée sur la blockchain et je suis capable de dire, cette puce-là, elle est liée à cette œuvre d'art dont voici les caractéristiques, une image, le titre, la date, les dimensions, et choses comme ça. Donc, le certificat d'authenticité digitale.
Et à partir du moment où on a ce double digital, cette espèce d'avatar, ce double digital de l'œuvre physique, on est capable d'aller jouer sur des NFT, puisque à ce moment-là, c'est facile avec les métadatas du NFT de lier le NFT, qui est le certificat de propriété, à, par exemple, ce certificat d'authenticité digitale. Ok. Euh, Comment vendriez-vous, j'aime bien cette question, comment vendriez-vous les NFT aux sceptiques de la digitalisation de l'art qui, à titre d'exemple, sont passionnés de montres, aiment les porter et les toucher? Bah, déjà, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas fait pour tout le monde, c'est pas fait pour tous les collectionneurs et c'est pas fait pour tous les artistes. Aujourd'hui, comme il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui s'est, échangé autour des NFT, il y a quand même beaucoup d'artistes qui disent: «Bah, mais moi aussi j'aimerais jouer. Est-ce que je peux aussi vendre pour 20 millions de dollars en 2 jours?» Je suis preneur. Ça marche pas pour tout le monde. Si vous n'avez pas, nous on voit beaucoup d'artistes, il faut qu'il y ait un sens. Si c'est un artiste qui travaille depuis toujours sur la peinture, bah, il n'y a pas un énorme sens à faire une copie digitale de sa peinture. On peut essayer selon la célébrité de cette personne. On pourrait dire oui, mais les gens ils vont vouloir une copie même digitale. On va pouvoir jouer un peu, faire du marketing là-dessus. Bon, ça n'a pas forcément de sens en termes artistiques. Après, il y a des artistes, il y a beaucoup d'artistes qui sont digitaux par essence déjà. Jeff Koons, c'est quelqu'un qui crée sur un ordinateur et ensuite il fait réaliser physiquement les œuvres. Tous les photographes, tous les artistes qui font de la vidéo, en fait, ils sont nativement digitaux. Ils font historiquement des prints. OK, on fait un très beau diasec, on fait une très belle impression, numérotée de 1 à 12 ou 1 à 8 et 4 épreuves d'artistes, peu importe. Mais ça a du sens s'ils commencent à faire du digital. Donc, la première réponse, c'est ça. C'est pas fait pour tout le monde et peut-être qu'il y a des projets intéressants à faire. Et après, il y a des trucs complètement conceptuels, comme a fait Damien Hirst sur cette idée de est-ce que je garde le physique, le digital. Ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est côté collectionneur. Bah, il y a des collectionneurs, ils ont envie de toucher une peinture, d'être devant une peinture dans leur salon. Parfait, personne ne vous oblige à acheter une œuvre digitale. Ce qui est juste intéressant, c'est que ça a mis l'accent, je trouve, quand même, sur un nouveau média de création qui existait depuis quand même très longtemps. Dans l'ordinateur, ça fait quand même un bout de temps qu'il y a des gens qui développent en digital. Euh, Bah, ça a un peu mis ça à l'avant, sur l'avant de la scène. Et ça, c'est vraiment un mérite de cette chose. Mais personne ne vous oblige à acheter des NFT. Ça vaut le coup de regarder. C'est-à-dire que si votre réponse est j'ai pas envie d'aller voir parce que c'est n'importe quoi, c'est du Bitcoin, c'est de la crypto, j'y comprends rien, ça m'intéresse pas, c'est une erreur. Je pense qu'il faut aller voir. Il y a des très bons artistes. Mais encore une fois, ça c'est subjectif, c'est mon avis. Moi, je trouve qu'il y a des artistes très intéressants. Il y a des très beaux projets. Notamment, il y a des artistes de street art pour qui c'est la seule façon de monétiser leur travail. Les gens qui font de la performance, aller peindre sur un mur, en gros, c'est une performance, c'est quelque chose d'éphémère, ça va être détruit ou effacé au bout d'un moment. C'est génial si on peut monétiser ça à travers un NFT qui va être une vidéo, une photo, autre chose, des choses intéressantes. Donc, c'est pas pour tout le monde, mais en tout cas, allez voir, c'est intéressant. Et dernière question, est-ce qu'on peut offrir un NFT ou, pardon, est-ce que vous pouvez offrir un NFT ou il faut que la personne à qui on offre ce NFT ait un compte sur une blockchain? Alors, offrir un NFT, vous pouvez offrir un bout de papier sur lequel il y a marqué je t'offre le NFT. Et ensuite, aider la personne. Alors, c'est assez facile aujourd'hui, hein. Si vous avez un téléphone portable, en 30 secondes, il y a des applications où vous allez télécharger une application sur votre iPhone. Vous cliquez sur créer un wallet. Vous allez avoir un MetaMask qui est le gros standard le plus utilisé. Et vous allez recevoir, donc ça va vous créer une adresse avec un petit QR code, par exemple. Et puis la personne qui veut vous l'offrir, bah, il prend une photo du QR code et il va transférer le NFT dans votre wallet qui sera sur votre téléphone. Si vous savez rien en faire, mais peut-être ça va vous donner l'idée d'ensuite regarder un petit peu ce qui se passe et d'explorer un peu plus. Donc oui, c'est facile, c'est facile. On peut très bien le faire sur un bout de papier en notant des choses. Et on sait le faire assez facilement sur un téléphone portable. Donc ça va se démocratiser beaucoup. De nouveau, si moi j'essaye d'offrir ça à mes parents, eh ben, ça va peut-être pas les passionner tout de suite. Oui, il ne faut pas offrir ça à tout le monde. On a une dernière question qui vient d'apparaître.
Alors, je crois que vous en avez parlé tout à l'heure, mais quelqu'un qui nous demande que vous citiez 3 ou 4 artistes qui valent le coup, selon vous, des artistes NFT. Oula, alors ça c'est très subjectif, mais il y a un artiste français qui est un street artiste justement, Pascal Boyard, vraiment un truc super, enfin que j'aime beaucoup moi. C'est P-Boy, donc c'est son nom de scène, PBOY, Pascal Boyard, Boyard. Il a fait notamment dans un squat à Paris. En fait, il est pendant le Covid, il a repeint pendant 6 mois euh, un des murs de la chapelle Sistine. Donc moi, ça me touche beaucoup parce que j'ai plutôt été élevé dans la tradition, dans l'histoire de l'art. Et c'est un artiste street, hyper jeune, moderne, mais il a non seulement la connaissance de l'histoire de l'art et la technique. Il est capable vraiment de peindre de façon très performante. Et donc, il a fait cette fresque murale où il y a 400 personnages. Et il a créé une photo, il a créé des NFT des 400 personnages. Donc, chaque personnage a été vendu sous forme de NFT. Et aujourd'hui, il y a toute une communauté assez intéressante autour de cet artiste qui a des projets très sympas de nouvelles œuvres d'art. Là, il vient de créer une nouvelle œuvre et qui est de nouveau un classique de l'histoire de l'art, mais qu'il a un peu modernisé en rajoutant des masques de Covid. Donc, c'est vraiment un artiste, je trouve, c'est un bon exemple parce que c'est vraiment un artiste totalement contemporain qui a complètement compris ce qui se passe en NFT et qui en même temps a totalement ancré dans l'histoire de l'art. Donc, c'est un exemple que j'aime bien. Ouais. Ok, ben merci beaucoup Olivier. Il n'y a plus de questions dans le chat. Avec plaisir, avec plaisir. J'espère que Super j'ai intéressant. expliqué un certain nombre de choses. Je suis à votre disposition sur LinkedIn, par email, olivier@arteia.com, avec plaisir pour essayer de répondre à quelques questions s'il y en a encore. Ben, merci beaucoup. Franchement, c'était très clair. Vous expliquez très clairement les choses et ça permet de comprendre ce sujet qui est très complexe. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à nous suivre donc, sur notre page LinkedIn, HR Team Group, où on y publie nos prochains événements et toute l'actualité du groupe. Merci à tous. Merci Olivier Au revoir. et à bientôt. Au revoir.